Dans cette vidéo, on va voir un petit peu ce qu'a dans le ventre le dernier 20 mm de chez Canon, série L, donc haut de gamme, ouverture ultra lumineuse, très grand angle, donc 20 mm, 2000 €. Est-ce que en astrophoto, les caractéristiques qui semblent parfaites sur le papier se retrouvent dans les images? C'est ce qu'on voit tout de suite. Et donc, vous le savez, moi, pour tester un objectif ou pour vous présenter une technique, j'adore aller sur le terrain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai pris la voiture, j'ai fait quelques kilomètres et je suis venu sur ce site magnifique. Il s'agit des ruines gallo-romaines des Cars sur le plateau de Millevaches. C'est un des plus beaux ciels étoilés de France. C'est une des 6 réserves internationales de ciel étoilé. D'ailleurs, si vous cherchez un bon emplacement pour la nuit des étoiles qui va arriver dans pas longtemps, c'est absolument parfait. La Voie lactée promet d'être absolument magnifique ce soir. Il n'y a pas un nuage. On va vraiment pouvoir tester en profondeur cet objectif Canon. Une très courte pause dans la vidéo pour vous dire que si vous voulez éviter les 10 erreurs qu'on commet toutes et tous quand on commence à photographier le ciel étoilé, la Voie lactée, vous pouvez télécharger gratuitement le petit guide qui s'affiche juste ici. J'y liste justement ces 10 erreurs facilement évitables pour que vous puissiez très vite, dès cet été, ou même en toute saison, vous faire plaisir lorsque vous pointez votre appareil photo vers la voûte céleste. Allez-y, c'est gratuit, c'est bonus, le lien est juste sous cette vidéo. Je vous laisse télécharger le guide s'il vous intéresse et on retrouve le test du 20 mm. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'un objectif qui est dédié à l'astrophotographie, c'est un 20 mm que Canon présente comme un objectif hybride, aussi bon en photo qu'en vidéo. Donc là, nous, on va l'utiliser principalement en photo et je vous ferai une vidéo complète sur les autres thématiques qu'on peut bien sûr aborder avec un objectif comme celui-ci qui permet des choses extrêmement créatives. Avant que le papillon ne se pose sur l'objectif, je disais qu'il permet des choses extrêmement créatives. Donc je vous ferai une seconde vidéo. Là, on va se concentrer sur l'astrophotographie. Et alors, en quoi les caractéristiques de cet objectif en font sur le papier, en tout cas, une optique de rêve pour l'astrophoto? D'abord, c'est sa focale, 20 mm. Moi, c'est quelque chose que j'adore. C'est pas trop large. On n'est pas dans l'excès des 14-15 mm qui sont toujours un petit peu complexes à utiliser parce que l'avant-plan occupe tout de suite beaucoup d'espace et ça relègue les éléments très loin. Et en même temps, c'est pas trop serré. 24 mm, souvent, c'est un petit peu long quand même pour cadrer la Voie lactée, faire des grands panoramas. 20 mm, moi, c'est justement ma focale préférée. Ensuite, bien sûr, il y a la très grande ouverture f1.4 en astrophotographie, en astropaysage ici en l'occurrence. On cherche toujours à capter un maximum de lumière. Oh. Un maximum de lumière donc pour faire ressortir le ciel, les étoiles et pour minimiser le bruit numérique dans nos images. f1.4, pour vous donner une idée, permet de faire rentrer 2 fois plus de lumière qu'à f1.8. Donc il faut absolument pas croire que l'écart de 0,4 est peu significatif. En réalité, ça veut dire 2 fois plus de lumière. Je suis assailli. Et même 4 fois plus de lumière. Et même 4 fois plus de lumière qu'à f2.8. Bon, allez, je vais vraiment commencer à faire les photos, ça va me permettre d'éteindre les petits spots qui sont là et peut-être de calmer un petit peu les insectes qui s'en prennent à moi depuis tout à l'heure. Je vous montre immédiatement les photos. Et donc on commence avec cette première photo. Je vous donne son contexte. Elle a été prise en début de nuit, donc les conditions de ciel étaient encore loin d'être optimales. C'est pour ça que ça pète pas autant que sur les photos que je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vous montre cette image pour qu'on observe ensemble les différents types d'aberrations dont pourrait être affecté ce 20 mm RF 1.4 de chez Canon. Et clairement, autant briser le suspense tout de suite, il n'y a quasiment aucune aberration qui soit visible comme ça à un niveau ajusté, ni même à un niveau de 100%. Regardez, je zoome dans la photo ici, vous voyez que le ciel est vraiment d'une très grande qualité. Au premier coup d'œil, on voit qu'on a affaire à un objectif vraiment
très bon. Mais bien sûr, on va aller creuser un petit peu dans le détail. Et ce que je dois vous dire, c'est que cette photo, elle a été prise avec un temps de pause de 20 secondes, sur pied bien entendu, mais pas sur monture équatoriale pour compenser la rotation de la voûte céleste. Je vous montrerai, pour rendre justice à cet objectif, ce qu'on peut obtenir avec une monture équatoriale, des temps de pause plus longs, mais avec une compensation de la rotation des étoiles et des empilements, pour vous montrer qu'on peut aller vraiment très très loin avec les images qui sont produites par cet objectif. Et donc ici, 20 secondes, c'est peut-être un tout petit peu long pour obtenir des étoiles parfaitement nettes. Et vous voyez que quand on commence à aller sur les bords, on a peut-être un petit peu d'aberration sphérique, c'est-à-dire les étoiles qui se dilatent très légèrement, qui commencent à apparaître, mais franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Et surtout, vous voyez qu'on n'a absolument pas d'astigmatisme, c'est-à-dire l'apparition de petites ailettes un peu bizarres sur le côté des étoiles. Les aberrations chromatiques, elles sont quasiment absentes, elles sont indiscernables à 100%, et donc on va aller zoomer un petit peu plus fort dans l'image pour que vous puissiez bien voir les choses. On va monter à 400%. Et donc voilà ce que ça donne à 400%. Vous voyez là, on est vraiment tout en haut dans le coin de l'image et on conserve des étoiles qui sont vraiment parfaitement définies, parfaitement nettes. Il y a certaines étoiles, si on va chipoter, qui ont un tout petit peu de coma, c'est-à-dire un petit allongement comme ça, une petite ovalisation de leur forme. Mais franchement, il y a quasiment rien à dire sur la qualité, même dans les coins ici, c'est vraiment au top. Alors c'est au top, mais ici moi je suis dans mon logiciel de post-traitement préféré qui est donc Darktable. Ce que je vous affiche là, c'est le fichier le plus brut possible, il n'y a absolument aucun traitement, il n'y a même pas de réduction du bruit, vous avez vraiment le fichier brut sur capteur de 26 millions de pixels, ici zoomé à 400%, on va revenir à 100%, vous voyez que c'est absolument parfait, mais cet objectif, il produit pas mal de distorsion, c'est-à-dire une déformation légèrement courbe des lignes qui doivent normalement être droites, et ça a un impact direct si vous n'y prenez pas garde, notamment dans Lightroom, et je vais vous montrer ça tout de suite avec une autre photo que voici, donc c'était un petit peu plus tard dans la nuit, là je suis sur monture équatoriale avec une pause de 30 secondes, donc il y a une rotation de l'appareil pour suivre la courbe de déplacement des étoiles. Donc vous voyez que le premier plan est flou et que les étoiles, elles sont parfaitement nettes. Donc voilà, comme tout à l'heure, au centre, c'est absolument parfait. Et si on va voir sur les côtés, outre qu'on s'aperçoit qu'il y a un vignettage qui est important, c'est normal, on est à f1.4, on retrouve quelques légères déformations des étoiles, mais vraiment rien de bien méchant. Vous voyez que si je zoome à 400%, on est franchement, à mon avis, au niveau de qualité maximale qu'on peut attendre d'un tel objectif avec une telle ouverture. Sauf que vous voyez, regardez dans Lightroom ici, j'ai le panneau de correction de l'objectif d'ouvert, c'est pas pour rien. J'ai activé, supprimé l'aberration chromatique, même si franchement, ça change pas grand-chose. Hein. Ça, c'est sans la suppression, ça, c'est avec la suppression. Franchement, on n'a quasiment aucune différence puisqu'il y a très peu d'aberrations chromatiques. Par contre, regardez, si j'active le profil de correction, Lightroom va faire deux choses. Il va compenser le vignettage, hein, qu'on voit très bien ici sur la petite vignette. On voit que les points sont beaucoup plus sombres, donc ok, pourquoi pas. Si on veut le faire en automatique, super, ça nous évite de faire quelques masques d'exposition. Mais ce que Lightroom va faire aussi, c'est qu'il va corriger la distorsion de l'objectif, ce qui est évidemment parfaitement inutile sur des photographies de paysage, contrairement à de l'architecture, mais ça va avoir une conséquence importante sur la forme des étoiles, parce que pour corriger cette distorsion, eh bien, Lightroom va étirer les bords de l'image, et ce faisant, il va déformer les objets qui se trouvent sur les coins, et là, en l'occurrence, pour nous, les étoiles. Regardez, j'active le profil de correction, et d'un seul coup, eh bien, les étoiles, elles prennent des formes un peu bizarres. Là, on le voit très bien ici, celle-ci, elle s'est significativement allongée, celle-ci, elle s'est presque doublée, celle-ci, pareil. Regardez, je désactive le profil, et d'un seul coup, on retrouve des étoiles qui sont bien ronde. Donc surtout si jamais vous utilisez Lightroom pour traiter vos photos avec ce 20 mm f1.4, n'utilisez pas le
profil de correction de Lightroom. Autre caractéristique de ce 20 mm qui peut être un petit peu limitant en fonction de vos usages, eh bien c'est justement sa focale de 20 mm que peut-être certains ou certaines d'entre vous vont considérer un petit peu courte, et notamment pour faire des panoramas en astropaysage. On aime bien souvent faire des assemblages pour avoir toute la voûte céleste avec la Voie lactée qui surplombe un élément en particulier, et c'est vrai qu'à 20 mm, eh bien, il faut multiplier les images pour avoir réellement un très large panorama. Donc je vais vous montrer un panorama ici qui aura nécessité la prise de 53 images, donc avec 10 secondes de temps de pause à chaque fois. Donc ça fait 540 secondes, c'est-à-dire très précisément 9 minutes pour réaliser ce panorama. Alors peut-être oui qu'il m'aurait fallu que 5 minutes avec un 15 ou un 16 mm, mais honnêtement la différence de temps de prise de vue est vraiment minime, et avec le 20 mm, gros avantage, c'est que vous allez avoir une bien meilleure définition puisque vous allez assembler un plus grand nombre d'images, en l'occurrence ici d'images de 26 millions de pixels, que si vous assembliez des images prises avec une focale beaucoup plus grande. Donc vous allez atteindre des niveaux de définition qui seront bien supérieurs avec le 20 mm qu'avec un 14 mm. Et voilà donc ce que donne le panorama. Alors excusez la qualité, hein, c'est vraiment juste pour tester l'objectif et aller vite. J'ai pas fait le traitement des 53 images, j'ai juste assemblé les 53 JPEG de l'appareil pour obtenir cette photo ici pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et voilà, vous voyez qu'on a un magnifique panorama très facilement aussi avec ce 20 mm. On a donc dû assembler un grand nombre d'images. Donc là, vous voyez, manifestement, il y a des images qui sont de qualité un petit peu différente. Je vous l'ai dit, hein, c'est un assemblage qui a été fait rapidement pour pouvoir sortir la vidéo dans des délais raisonnables. Donc on a des petites différence d'homogénéité en fonction de l'endroit où on se trouve dans le panorama, mais de toute façon, à taille normale, à l'œil nu, ça ne se voit absolument pas, et donc vous allez pouvoir très facilement réaliser ce genre d'image avec cet objectif, malgré ces 20 mm de focale, avec cet inconvénient tout de même que si vous voulez retravailler le panorama obtenu, non pas comme moi à partir des fichiers JPEG, mais à partir de vos fichiers RAW ou de TIFF un petit peu correctement développés, vous avez quand même intérêt à avoir une sacrée bonne machine, parce que assembler 53 images issues des fichiers RAW, en faire un panorama et ensuite pouvoir le retravailler, ça demande évidemment des machines assez puissante si vous ne voulez pas y passer des heures. Donc ce que vous pouvez retenir dans un premier temps, c'est qu'il n'y a absolument aucun intérêt sur cet objectif, comme on le conseille parfois ou comme on est parfois obligé de le faire, de fermer le diaphragme de 1 ou 2 stops pour faire disparaître les aberrations chromatiques, puisque ici elles sont inexistantes dès la pleine ouverture, aberrations chromatiques et aberrations géométriques d'ailleurs. Et ça c'est quand même une super nouvelle, parce que quand on investit comme ça, cet objectif coûte quasiment 2000 € dans un instrument haut de gamme, la moindre des choses, c'est de pouvoir l'exploiter à son plein potentiel, et donc là, il n'y a absolument aucun intérêt à fermer le diaph d'un ou deux stops. On va pouvoir profiter de la grande luminosité de cet objectif sans aucune arrière-pensée. Et grande question qui se pose évidemment, c'est si vous choisissez de vous équiper d'un tel objectif haut de gamme, qu'est-ce que vous allez gagner par rapport à un objectif 20 mm plus standard? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Je fais la comparaison avec un 20 mm f1.8 de marque Samyang, qui est tout à fait standard, on va dire, et je vais vous montrer le gain qu'apporte cet objectif Canon, ce nouveau 20 mm f1.4, en comparant deux images strictement identiques. Donc celle que vous avez ici à l'écran, c'est celle qui vient du f1.8, et voilà celle du Canon, je la découvre ici. Et ce qui est intéressant surtout, c'est d'aller zoomer un petit peu. Donc dans un premier temps, on va simplement se mettre à 100%. Ici, à droite, vous avez le Samyang. Ici, à gauche, vous avez le Canon. Regardez un petit peu la différence de définition des étoiles. Vous voyez que le Samyang, même en plein centre de l'image, on a quand même un coma qui est assez prononcé, hein, c'est-à-dire une sorte de dilatation comme ça des étoiles assez inesthétique. Et regardez, avec le Canon, ça disparaît complètement. Les images fournies par le Canon sont quand même d'une précision absolument incroyable par rapport à celle du Samyang. Et si on va voir un petit peu ce qui se passe
dans les coins. Alors là, c'est encore pire. Voilà à 100%. Donc là, vous avez les étoiles rendues par le Samyang. Donc on voit bien toutes les déformations, l'astigmatisme que le Samyang produit. Et regardez ici, je montre le Canon. Voilà ce que ça donne. Vous voyez que c'est vraiment le jour et la nuit. Si on zoome à 200%, voilà ce que ça donne. Regardez ici les images des étoiles les plus brillantes qui ressemblent un petit peu à rien avec un objectif un peu standard. Et quand on passe sur un objectif du niveau de ce Canon, eh bien les aberrations disparaissent complètement. Là, c'est pareil, en fait, les étoiles sont complètement déformées. Donc voilà la différence entre un objectif un peu standard qui permet de faire des photos, hein, bien entendu, et un objectif de niveau de gamme L de chez Canon. Ici, en l'occurrence, les aberrations sont quasiment instantanément gommées rien qu'avec l'objectif. Alors si cet objectif est quasiment parfait d'un point de vue optique, il est pourtant pas exempt de défauts, et le premier dont on a déjà parlé, c'est que à pleine ouverture, en tout cas, il est affecté d'un fort vignettage qui disparaît bien entendu presque totalement à partir de f2.8, et à f4 il n'y a quasiment plus rien, mais évidemment en astro paysage on va l'utiliser à pleine ouverture puisqu'on a vu que c'était possible, donc autant utiliser cette ouverture maximale ultra lumineuse. Donc vous voyez que on a quand même des coins qui sont beaucoup plus sombres. Sur cette image par exemple, moi j'ai mesuré pratiquement 3 stops d'écart entre le centre de la photo ici qui est d'une exposition correcte, une exposition moyenne gris 18%, et le côté ici ou ici, c'est-à-dire un vignettage qui est quand même assez important mais qui bien entendu peut se corriger très facilement, et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, après un petit masque d'exposition, ça c'est avant avec le vignettage, ça c'est après, vous voyez que ça se corrige assez facilement. Ça peut être un petit peu laborieux, mais pour moi c'est pas un défaut rédhibitoire. Malheureusement, on sait que sur les objectifs grand angle à ces très grandes ouvertures lumineuses, c'est un peu le revers de la médaille obligé que d'accepter un petit peu de vignettage. Vous voyez ici, c'est la partie qui a été corrigée, j'ai pas enlevé complètement le noir ici, et là, la partie non corrigée, non corrigé. Et donc, autre défaut, on en a déjà parlé de cet objectif, c'est son niveau de distorsion qui est assez important et qui est très visible quand on active ou qu'on désactive le profil de correction de Lightroom. Voilà, je l'active et vous voyez que la géométrie de l'image change de manière importante, en particulier sur les bords. Ça, c'est sans la correction et ça, c'est avec la correction. Donc, surtout pas activer le profil de distorsion dans Lightroom parce que vous allez dégrader de manière importante les bords ici de cet objectif, mais qui évidemment en photo de paysage ou en astro-photo n'a absolument aucune conséquence. Alors la qualité optique évidemment c'est quelque chose de très important, mais l'ergonomie et la praticité d'un objectif sur le terrain sont tout aussi cruciaux. Et de ce point de vue, ce petit Canon RF 1.4 est équipé d'une très bonne bague de mise au point. Moi j'ai beaucoup apprécié cette bague qui est très fluide, c'est entièrement électronique et ça permet quelque chose que moi j'aime beaucoup, qui est de dépasser le point de netteté à l'infini sur les étoiles. Regardez, ça permet d'arriver tranquillement vers l'infini théorique, et lorsque vous continuez à tourner la bague, comme il n'y a pas de butée mécanique, ça permet, alors je ne sais pas comment optiquement c'est possible, mais de dépasser l'infini. On va au-delà de l'infini, et donc vous voyez qu'on passe sur le point de netteté des étoiles, et de cette manière, grâce à des allers-retours, on est capable de trouver très très finement la position qui donne des étoiles parfaitement nettes. Moi c'est quelque chose que je préfère aux traditionnelles bagues de mise au point avec une butée mécanique qui s'arrête à l'infini, et on n'est jamais vraiment sûr que c'est exactement à cette position que la netteté est maximale. Là ici, en zoomant à fond sur le live view de l'appareil et en tournant la bague, en dépassant ce point de netteté, on peut y revenir et affiner les choses comme cela de manière très précise. Ce 20 mm dispose également d'une bague de diaphragme ici qui n'est pas crantée, qui est principalement faite pour la vidéo. En tout cas, elle a été pensée comme ça, et d'ailleurs, elle n'est pas utilisable dans les modes photo avec la plupart des appareils de la gamme R de chez Canon. Elle n'est utilisable en photo qu'avec l'EOS R5 Mark II et avec le Canon R1 à ma connaissance. Et enfin, vous avez
au bout de l'objectif ici une bague de contrôle qui elle est cliquable et sur laquelle vous pouvez affecter une fonction que vous voulez modifier non pas depuis les molettes ou les touches du boîtier de votre appareil mais directement depuis l'objectif. Moi j'y ai affecté le réglage de la sensibilité. De cette manière-là, avec la molette numéro 1, j'ai le diaphragme sur l'appareil, la molette numéro 2, j'ai la vitesse et ici, molette numéro 3, j'ai les ISO, j'ai donc les 3 paramètres du triangle d'exposition directement accessibles avec des bagues mécaniques. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Et enfin, pour être complet, vous avez un bouton de fonction personnalisable ici sur lequel vous pouvez affecter n'importe quelle fonction. C'est pas quelque chose que moi j'ai utilisé. Donc l'ergonomie elle est fidèle à la gamme RF récente de chez Canon. Pas de surprise, c'est complet, c'est très pratique. Rien à dire à ce sujet. Cet objectif il est aussi très intéressant parce qu'il reste relativement compact. Alors, on a vu que malheureusement, il y avait des conséquences à cela, et en particulier une forte distorsion et un vignettage marqué qui peuvent poser souci ensuite en post-traitement et qu'il faut corriger, et c'est parfois un petit peu laborieux, mais sur le terrain, c'est quand même extrêmement appréciable. Pour un objectif ouvrant à f1.4, c'est quand même à signaler. Il fait à peine plus de 500 grammes, et ça, c'est génial parce que j'ai pu le monter sans aucune arrière-pensée sur une toute petite monture équatoriale nomade. Ici, ma vieille Star Adventurer de chez Skywatcher, qui n'est pas une monture très puissante, qui est alimentée par pile. Et donc, j'ai pu mettre dessus mon boîtier et cet objectif sans avoir à mettre de contrepoids et encore moins à me demander si j'étais proche de la charge maximale que pouvait accepter la monture. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et enfin, comme tous les objectifs de la gamme L, ce 20 mm RF 1.4 VCM, eh bien, il est tropicalisé, résistant à la poussière, à l'humidité. C'est de la construction robuste haut de gamme de chez Canon, à laquelle la marque nous a habitués depuis des décennies. De ce côté-là non plus, il n'y a absolument aucune surprise. Et l'appareil est livré avec un petit pare-soleil très pratique qui s'enlève avec un clic. Voilà, c'est pareil, c'est sécurisé, ça risque pas de tomber. Et ça fait office d'anti-buée lors des séances astro. Et rien de particulier à signaler sur ce court pare-soleil qui fait très bien son office. Donc vous l'aurez compris, cet objectif, il tient la promesse liée au petit liseré rouge, le fameux signe distinctif de la gamme L de chez Canon. On a un objectif qui optiquement est excellent, qui sur le terrain est extrêmement agréable à utiliser. Reste le point qui pique et qui pique fort, c'est que cet objectif, il est proposé à presque 2000 €. Alors est-ce que pour 2000 €, ça vaut le coup de sauter le pas? Eh bien là, évidemment, comme d'habitude, ça dépend de votre pratique, de votre budget. En tant que professionnel, je pense que si vous êtes chez Canon, c'est un incontournable pour de la photo en faible lumière ou pour de l'astro-paysage. Si vous êtes amateur et que vous avez envie de vous faire plaisir, vous ne le regretterez pas avec cet objectif, c'est sûr. Mais si vous n'avez pas le budget, le problème c'est qu'actuellement, la gamme Canon offre bien peu d'alternatives si vous souhaitez un grand angle lumineux. La gamme RF de chez Canon doit encore s'étoffer de ce côté-là. J'ai aucune info évidemment là-dessus, mais clairement, il manque encore des grands angles un peu lumineux et adaptés à ce type de photographie chez Canon. D'autant que vous n'avez pas le choix puisque aujourd'hui la monture RF est encore largement fermée et Canon ne commence à travailler doucement, timidement que sur sa gamme APS-C avec les constructeurs tiers, et la partie des objectifs haut de gamme ou ceux qui sont destinés aux appareils plein format est encore le précaré réservé de Canon au moment où je tourne cette vidéo. Mais en tout état de cause, sachez que si vous avez 2000 € à investir parce que c'est votre boulot ou que vraiment vous voulez vous faire plaisir, vous en aurez pour votre argent, avec quand même ce petit bémol, eh bien c'est que cet objectif est un peu dans l'air du temps, et moi c'est quand même un regret que j'ai, c'est que j'ai l'impression que les constructeurs se repose de plus en plus sur les corrections algorithmiques, aussi bien à l'intérieur des boîtiers que ensuite dans les logiciels de
post-traitement pour corriger notamment la distorsion, le vignettage, c'est particulièrement vrai sur les grands angles, pour préserver une certaine compacité et se dire bon bah c'est pas très grave si à cause de cette compacité on a pas mal de vignettage, pas mal de distorsion, voire pourquoi pas quelques déformations géométriques des objets sur les côtés, puisque de toute façon ce sera corrigé ensuite au traitement, soit directement sur le JPEG de l'appareil, soit ensuite avec le profil de correction du logiciel du photographe, très souvent Lightroom, dont on a vu que en réalité cette correction logicielle dégradait assez largement les objets qui étaient sur les bords du champ, et ça c'est un petit regret que j'ai, mais voilà, c'est aussi le prix à payer pour avoir un 20 mm ultra lumineux, hein, c'est f1.4 quand même, aussi compact. Et moi, c'est à regret qu'il va falloir que je renvoie cet objectif chez Canon, que je remercie au passage, le service presse de chez Canon, pour m'avoir mis cet objectif à disposition. Et je vous laisse avec le lien pour télécharger votre guide des 10 erreurs à ne pas réaliser si vous voulez faire de belles photos de la Voie lactée. Et si vous voulez un tuto complet étape par étape, je vous laisse avec cette vidéo qui s'affiche juste ici. Je vous dis à bientôt, faites de bonnes photos.